Voilà, ce que je vais vous présenter, c'est... il faut que je dise OK pour que la réunion soit enregistrée, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Clic, ça y est. Alors, je vais vous présenter ce travail qui est une étude qui a été financée dans le cadre d'un projet beaucoup plus large, qui implique beaucoup de chercheurs. Donc, c'est vraiment un morceau, une étude connexe d'un projet qui a démarré il y a 5 ans et qui mobilise plusieurs chercheurs en sciences sociales, mais surtout des économistes, quelques sociologues et un groupe de juristes sur la constitution d'une espèce de programme environnemental pour accompagner l'agriculture vers quelque chose de plus vertueux, donc une transition agroécologique vers une agriculture sans pesticides en France. Vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très fans de ce projet. Mais c'est pas grave, on s'emploie quand même à faire des papiers intéressants. Et donc celui-là, il n'est pas encore terminé, mais il me semblait que c'était bien pour votre séminaire parce que ça parle de système et c'est pas tout à fait trivial. Je me disais pour votre séminaire système complexe, ça pourrait vous intéresser. Mes co-auteurs sont donc des chercheurs de Montpellier et aussi de l'UGA, donc l'Université de Grenoble. Et c'est réalisé dans le cadre d'une thèse qui est celle de Rose Deperroy. Donc c'est un de ces chapitres de thèse et probablement le plus ambitieux. La question qu'on se pose ici, c'est en quoi les économistes ils peuvent contribuer à mieux comprendre ces histoires de diffusion des connaissances au sein des réseaux de pairs. Dans le cas spécifique de la production de connaissances en agroécologie en France. Donc, la question qu'on se pose, il est question donc, de social learning dans la littérature, c'est comme ça donc on peut le traduire par apprentissage social, et c'est le thème un peu qui nous intéresse ici, et c'est un thème qui vous est probablement familier parce qu'on le rencontre très souvent, pas seulement en économie de l'environnement, mais c'est quelque chose qui est très très étudié dans différents champs disciplinaires, c'est ce processus par lequel les individus prennent des décisions sur la base d'informations qui sont diffusées dans leur réseau social, par leur pairs, c'est-à-dire des gens auxquels ils s'identifient de manière très subjective. Hein, on s'associe à certaines personnes dans la vie de tous les jours. Quand on est maman, on s'associe au groupe des mamans qui inscrivent leurs enfants dans le même club de judo. Quand on est étudiant, on s'associe à d'autres étudiants qui sont dans le même VDE, etc., etc. Et donc, cette tendance à s'identifier à un groupe d'individus qui semble nous ressembler, ben, on le fait à plein d'égards. Et ça, c'est une véritable aubaine quand il s'agit de d'écrire des politiques publiques souhaitables d'un point de vue collectif. C'est qu'il y aura probablement un effet multiplicateur à jouer dans cette histoire de réseau. D'un point de vue basement économique, on investit initialement dans un petit groupe et ça conduit à des changements plus importants si l'information se diffuse entre tous les individus du groupe auquel appartiennent les fameux points d'injection. Et ça sera peut-être sans coût supplémentaire. Donc vous voyez un peu l'idée de l'économiste de l'environnement. Il se dit, bah, moi je veux diffuser des nouvelles connaissances en agroécologie. Je ne vais peut-être pas m'épuiser, je ne vais peut-être pas utiliser tout l'argent du contribuable pour informer chacun des 300 000 agriculteurs français. Par contre, peut-être que je vais pouvoir choisir des groupes ou des points d'entrée dans leur réseau ou dans les différents réseaux auxquels ils appartiennent pour diffuser cette bonne parole à moindre frais. Pourquoi on pense que ça peut marcher? C'est parce que certains pairs sont susceptibles de fournir des informations sur les nouvelles pratiques, des conseils techniques, fondés sur leur propre expérience. C'est sur ça qu'on compte beaucoup. Il y a une espèce de gage de fiabilité. Dans le réseau, les gens se connaissent. Et certains sont identifiés comme des gens fiables d'un point de vue technique ou peut-être d'un point de vue juste social ou humain. Et on compte un peu sur eux pour être catalyseurs des nouvelles informations, des nouvelles connaissances au sein du réseau. Alors, il y a beaucoup de littérature empirique sur l'apprentissage social. C'est uniquement dans le cas de l'économie que je vais prononcer aujourd'hui, mais je suis sûre qu'en sociaux, en anthropo, il y en a plein d'autres. On l'étudie de manière assez précise dans différents contextes, pays développés et pays en développement. Je vous ai mis les dernières références et quand même vachement plus dans les contextes en développement. Pourquoi? Parce que on s'interroge beaucoup sur la non-adoption de technologies innovantes qui seraient profitables d'un point de vue développement économique. Il y a un papier un peu célèbre là de Conley Woodry, donc sur les Pineapple in Ghana, donc c'est
qu'on appelle les ananas au Ghana, où ils étudient de manière assez précise, statistiquement, la manière dont les gens d'un même village s'observent mutuellement, et que le premier qui a investi dans la nouvelle culture, des fois, il convertit ses voisins, et des fois pas. Et donc, c'est l'objet de discussions intenses. Pourquoi des fois ça diffuse pas? Si la nouvelle technologie, elle est profitable, pourquoi il y a des gens qui n'y vont pas? Donc ça, ce sont des papiers, les papiers, on va dire, les plus anciens. Dans le cas des pays développés, des récents, il y en a pas des masses. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas explosé, ça a explosé un peu tardivement, cette littérature, c'est que l'identification de l'apprentissage social, le fait que nous discutons ensemble et je vous transmets une information qui déclenche une décision chez vous, c'est très difficile à réaliser d'un point de vue. Alors, on peut tous admettre que c'est quelque chose qui se fait naturellement, on discute ensemble, mais après, quand on veut l'observer, le quantifier, c'est-à-dire comment je peux être sûr que la décision que mon voisin a prise, elle est vraiment issue de l'apprentissage social, c'est-à-dire du fait que j'ai diffusé la bonne information qui lui a fait déclencher une décision. Ça, statistiquement, c'est hyper dur. Pourquoi? Ben, on peut le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a ça a été formalisé par Mansky dès le début des années 90 et de manière beaucoup plus sophistiquée 2009 par Yann Bramoulet. Vous connaissez peut-être un économiste de Marseille. Oui. Il y a des effets voilà, qui sont simultanés. Donc, on a qualifié ça d'effet endogène. Donc là, on a des résultats. Mes pairs prennent des décisions qui influencent ma décision. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Là, on est dans de l'apprentissage social. Il y a quelque chose de plus subtil qui s'appelle l'interaction contextuelle. Donc là, c'est les caractéristiques de mes voisins qui influencent ma décision. Là, on peut encore dire que c'est un peu de l'apprentissage social, mais il n'y a pas vraiment. C'est plus subtil, c'est-à-dire, je m'identifie à certaines des caractéristiques de mes collègues et donc j'en infère un changement dans mes décisions. On n'est peut-être plus dans l'apprentissage social, mais enfin, en tout cas, on est sur un truchement proche. Mais ce qu'on voudrait vraiment pouvoir séparer, c'est l'effet d'apprentissage social des effets corrélés, c'est-à-dire ces facteurs externes qui expliquent à la fois votre décision et ma décision. Parce que tous les deux, on va prendre la même décision, mais il n'y aura pas eu d'apprentissage social entre nous. C'est juste que les conditions ont été favorables à ce qu'on prenne tous les deux la même décision. Et ça, c'est pas de l'apprentissage social. Donc, je veux absolument, dans mon modèle, et mon estimation par la suite, séparer les effets corrélés de tout le reste qui m'intéresse. À partir des années 2010, la littérature sur donc, cette identification des effets de pair, elle s'est fait beaucoup dans les modèles structurels. Donc, en fait, il y a deux équipes. Ceux qui ont fait des modèles structurels et ceux qui ont fait de l'expérimentation sociale. L'équipe des effets structurels, des modèles structurels, donc l'équipe de Yann Bramoulet, eux, ils se sont efforcés de décrire le plus précisément possible les relations entre les gens. Et après, il faut trouver des astuces pour pouvoir identifier les paramètres de ce modèle-là. Toutes les autres études, c'est l'expérimentation sociale, donc des essais contrôlés randomisés, RCT. Donc là, c'est plus la bande à Buffalo, si je puis dire. Eux, ils se disent, bon, on va faire différemment, plutôt que d'identifier des effets de diffusion, des effets d'apprentissage entre les gens, on va nous-mêmes créer un choc, on va faire une intervention, on va voir comment ça diffuse, et là, ça sera plus facile d'identifier si vraiment il y a de l'apprentissage social. Et faisons-le dans le cas de la promotion de politiques qu'on juge souhaitables pour le bien de tous. Qu'est-ce qu'on a appris de cette littérature? D'abord, c'est que bon, l'apprentissage social existe bel et bien, on arrive à le quantifier dans les papiers. Et on apprend aussi que cibler des points d'injection est pertinent. Donc c'était la motivation que j'évoquais au début, cette idée de trouver les bons points d'entrée dans le réseau pour pas épuiser les ressources financières, les ressources du contribuable et pour pas s'épuiser tout court, à diffuser au moindre coût le plus d'informations dans le plus de personnes au sein du réseau. Et ce qu'on apprend aussi dans cette littérature, et c'est presque ce qui est plus intéressant pour nous ici, c'est que ça marche pas toujours. L'apprentissage social, il y a au moins trois bonnes raisons pour que ça échoue, trois cas qui ont été clairement identifiés. D'abord, l'existence de ce qu'on peut appeler une stigmatisation sociale qui est liée au fait que certains membres du réseau, le fait de chercher de l'information, ça inhibe l'apprentissage. Juste que je n'ose pas vous demander quel est le meilleur club de judo où on pourrait inscrire nos enfants, vous me le direz jamais si je vous pose pas la question. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas pour les clubs de judo, mais plutôt pour les technologies agricoles dans certaines zones en développement très fragile et très vulnérable, où les rendements sont très incertains et où
la survie du ménage ne tient pas à grand-chose. On peut avoir des expérimentations comme ça qui durent très longtemps, avec la preuve de technologies vraiment très innovantes. Par exemple, il y a ce papier un peu célèbre de la Blue Spoon, une petite cuillère qui quantifie exactement la quantité d'engrais qu'il faut mettre pour que la plante, la quantité optimale pour que la plante décolle. Ça, c'était une technologie non risquée, super rentable. Eh bien, même si on l'avait fait sur plusieurs saisons, il y a quand même des gens qui le faisaient, qui voyaient que ça marchait, et ils répugnaient quand même à diffuser à leurs voisins, parce qu'après, ils avaient la charge d'être celui, la responsabilité d'être celui qui a fait la promotion d'une technologie qui peut-être, malheur, une saison où il n'y a pas assez de pluie, pourrait échouer. Et donc, on a cette histoire de celui qui n'ose pas demander, qui est inhibé, puis il y a celui qui ne veut pas endorser euh, la responsabilité de diffuser des informations possiblement erronées, même quand elles sont pas erronées, en fait. C'est ça qui est, on commence à rentrer dans un truc un peu compliqué. Et enfin, le troisième exemple, mais il est un peu connu aussi, c'est les vermifuges au Kenya, Kremer et Miguel. C'est-à-dire que le comportement de passager clandestin, c'est-à-dire bénéficier de l'adoption de la nouvelle technologie par les gens du réseau, me dispense, moi, de prendre le risque de l'adopter. Évidemment, si tous les enfants d'une même école sont vermifugés et que le mien, il n'est pas vermifugé, il va quand même pas attraper de verre parce qu'en fait, il va pas être contaminé. Puisque tous les autres, c'est pareil pour c'était la question de la couverture des vaccins. Voilà. Techniquement, on n'est pas obligé de vacciner tous les enfants. Donc, socialement, c'est quand même mieux que tout le monde joue le jeu. Mais en vrai, s'il y a seulement une grosse, voilà, une grosse proportion qui joue le jeu, donc ça, voilà, c'est la limite de l'apprentissage social, c'est que c'est pas tout le réseau qui va être, on va dire, impliqué dans une décision qu'on souhaiterait pourtant qu'il soit collective. Alors, sachant ça, comment on va activer l'apprentissage social pour promouvoir de nouvelles technologies dans les cas qui nous intéressent? Déjà, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. D'abord, est-ce qu'il faut cibler un petit nombre d'individus ou diffuser l'information à tous? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas gaspiller de l'argent, mais des fois, c'est pas très cher de diffuser l'information à tout le monde. Donc, en fait, la question, elle se pose dans certains contextes. Peut-être qu'en fait, ça coûte rien de former 300 000 bonhommes plutôt que 3 000. Est-ce qu'il faut cibler des agents de vulgarisation employés par le gouvernement, des leaders formés ou des pairs? Donc là, vous voyez, on s'intéresse au profil des points d'injection. Historiquement, en tout cas dans les zones en développement, c'était des ingénieurs formés par le ministère de l'Agriculture à qui on demandait de prêcher la bonne parole dans certaines communautés. On avait aussi l'option de demander à des leaders formés. Donc les leaders, dans le cas d'un écho de l'environnement ou en écho du dev, ce sont des gens qui ont une notoriété dans leur réseau. Ils sont identifiés comme des gens fiables. Donc voilà, on les qualifie de leaders. Et en plus, ils sont formés, ils sont éduqués dans le sens où ils sont capables, ils ont une capacité à transmettre son information avec un contenu technique. Ou simplement des pairs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas spécialement plus éduqués ou plus formés et pas payés par le ministère de l'Agriculture, mais ils sont d'accord pour investir et promener dans la technique et ils ont une similitude forte avec tous les autres membres du réseau. Et donc là, on comprend bien que toutes ces options, en fait, elles sont toutes légitimes à certains égards. On comprend que c'est très contextuel, quoi. Il y a des fois, ça va être très utile d'avoir un ingénieur du ministère de l'Agriculture. Il y a des fois, ça va être très utile que ça passe par le leader. Et il y a des fois, peut-être que ça marchera mieux si c'est juste un père ordinaire, mais qui a été incité à faire le premier pas et on compte sur lui pour déclencher le premier pas des autres. La dernière question qu'on peut se poser, qui avait été posée il y a quelques temps, mais avec une réponse pas claire, c'est dans tous les cas, est-ce qu'il faut cibler des primo-adoptants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà, par eux-mêmes, alors on n'avait rien demandé, mais par eux-mêmes, ils ont investi dans la nouvelle technologie qu'on veut promouvoir. Là, on voit bien l'intérêt. On dit, ils ont déjà payé le coût d'entrée dans la nouvelle technologie, ils vont être sympas, on va compter. Eux, ils sont hyper bien placés pour faire valoir leur expérience auprès de leur père. Eux, ils sont tout désignés pour le faire. Est-ce qu'il y a des raisons qu'ils le fassent pas? Oui, il y en a plein. C'est ce sur quoi on va se pencher tout à l'heure. Dans cette étude-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester donc une nouvelle hypothèse sur le ciblage des individus qui nous semblent les plus pertinents dans le réseau. On va voir si les primo-adoptants sont plus pertinents que les pairs ordinaires, donc des gens
il faut bien les qualifier d'une certaine manière, donc ce ne sont pas des gens ordinaires, ce sont juste des gens qui ne sont pas des primo-adoptants, n'est-ce pas? Des agriculteurs qui font de l'agriculture conventionnelle. Et voilà, on n'a pas d'idée préconçue sur les effets qu'on peut attendre, mais on a dans la littérature des informations qui suggèrent que ça pourrait aller dans les deux sens. Le primo-adoptant, celui qui a déjà payé le coût, s'il a un intérêt à partager la nouvelle technique parce que, par exemple, c'est intéressant d'être plus nombreux pour créer un marché, bah, il va le faire volontiers parce qu'il y gagne. Typiquement, passer en bio, c'est bien, mais être dans une AMAP où il y a beaucoup d'agriculteurs qui peuvent alimenter et créer un marché avec les consommateurs locaux, c'est vachement plus intéressant. Là, ça vaut le coup d'être plusieurs. Peut-être que quelqu'un qui est en bio, du coup, gratuitement, il pourrait être le bon point d'injection pour convertir ses collègues qui pourraient être réfractaires sur l'adoption de certains trucs. Et puis, dans l'autre sens, on peut se dire, ben, en tout cas dans le cas français, peut-être qu'être celui qui s'engage dans la transition agroécologique dans des municipalités où la couleur politique et l'orientation technico-agricole est historiquement conventionnelle, bah, peut-être qu'il pourrait être mal vu. Donc c'est ce que les sociologues et les gens tout court, hein, c'est une expression qui est connue, décrivent comme être le mouton noir, quoi. C'est-à-dire on prêche la bonne parole de quelque chose qui n'intéresse personne et même qui est plutôt que les gens perçoivent comme une critique de leur propre choix initial. Et par ailleurs, on peut imaginer, mais ça c'est plus un mécanisme purement économique, que les gens qui ont payé entre guillemets le coût d'entrer dans une nouvelle technologie, bah, ils n'ont pas envie de dire bah ouais, du coup en échange de quoi j'explique aux autres comment on fait. En échange de rien. Bah, s'il n'y a pas de reward immédiate de partager ces nouvelles connaissances, les connaissances qu'on a acquises à un coût non nul, on n'aura pas envie de le faire. Et donc, on ne voudra pas, voilà, on voudra pas le partager gratuitement et on ne voudra pas avoir la concurrence. Donc, cette histoire de point d'entrée dans un réseau, elle est théorisable, mais éminemment empirique. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette étude, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on modélise d'un point de vue théorique tous les effets qui sont susceptibles de se produire, enfin, à l'aune de ce qu'on peut anticiper, puis après, on le teste avec les données. Pourquoi donc on le fait dans le cadre franco-français, valable à l'échelle européenne? Pour des raisons qui sont purement matérielles, on est dans le cadre d'un projet qui parle de ça, mais aussi parce que ça ne vous a pas échappé. Donc on a un débat très vif en ce moment sur la réduction des pesticides et la transition agroécologique. Pourquoi ça se cristallise? Pourquoi c'est un peu tendu là? C'est que les preuves scientifiques sur les effets néfastes des pesticides se sont vraiment beaucoup accumulées ces dernières années, à un rythme très accéléré, c'est-à-dire qu'il y avait les instances de santé publique qui ont vraiment alerté, qui ont un faisceau de présomption assez nourri, assez riche désormais pour que, au regard de l'avis de beaucoup de personnes, des décisions politiques importantes soient prises, et ce n'est pas le cas. C'est même plutôt le contraire. On voit qu'il y a une espèce de désengagement des pouvoirs publics sur ces histoires de transition agricole, et bon, voilà, c'est non seulement, bon, peut-être pas très c'est insupportable d'un point de vue, on peut trouver ça en tant que citoyen pas insupportable, mais c'est en plus, pour nous les chercheurs, c'est un petit peu, ça cristallise un truc un peu plus fort, c'est que ça coïncide avec la publication de papiers, de nombreux papiers récents, là, depuis 5 ans, des papiers donc dans Science, dans Nature, dans PNAS, donc des papiers qui sont établis, qu'il y a un effet causal entre pesticides et santé humaine. Jusqu'à présent, on pouvait toujours dire que les pesticides, ça coûte cher parce qu'il faut nettoyer les nappes phréatiques pour l'eau potable. C'est embêtant pour les coccinelles et les abeilles et machin, mais l'idée qu'il y avait des effets sur la santé humaine, sur les cancers pédiatriques, sur certains types de lymphomes, bon, voilà, ça c'était l'INSERM qui s'évertuait à nous donner des billes, mais la dimension causale n'était pas établie. Et là, il y a quand même quelques papiers qui sortent sur les régions les plus polluées du monde, c'est-à-dire Brésil et États-Unis, où là, les stratégies d'identification de la causalité sont très, très solides, où on arrive vraiment à faire des liens importants entre boom d'usage des pesticides et, et détérioration des indicateurs de santé humaine. Donc là, ça commence à être du solide, d'où l'espèce de crispation côté société civile et côté recherche et aussi côté pouvoir public. Donc là, on a une espèce de triumvirat qui n'arrive pas à s'entendre. Et c'est dans ce cadre très détendu que nous menons donc ces travaux.
Je dis très détendu parce que comme nous, on cherche des participants pour tester notre modèle, évidemment, c'est difficile de nous retrouver des agriculteurs pour tester nos histoires de diffusion de nouvelles connaissances dans un cadre, dans un contexte politique hyper tendu. Quelles sont les questions auxquelles, donc je reviens à mon papier, quelles sont les questions de recherche auxquelles on prétend répondre dans ce papier-là? Est-ce que diffuser via des points d'injection est aussi efficace qu'améliorer les connaissances, pour améliorer les connaissances que la diffusion à tout le réseau d'un coup? Quel type de point d'injection est donc plus efficace pour la diffusion de l'information? Et une troisième question que je n'avais pas évoquée en préambule, qui est, est-ce que le profil des gens qui sont les destinataires finaux de cette nouvelle information joue sur la manière dont la nouvelle information est assimilée, les nouvelles connaissances sont assimilées? Voici comment on s'est imaginé représenter cette histoire de nouvelles technologies agricoles qui diffusent dans des réseaux agricoles français. On s'est dit, bah, en fait, on va imaginer deux types de transmission. Bon, du coup, j'ai gardé les acronymes en anglais, mais ça va aller parce qu'il n'y a pas trop de mots. Je vous fais la traduction. IP, c'est point d'injection, injection point, et BC, c'est broadcasting, c'est-à-dire j'envoie à tout le monde. Donc, on envisage deux types de diffusion, IP versus BC, et on le formalise de manière la plus simple possible. Le point d'injection, l'IP, soit il partage l'info, soit il partage pas. Et il y a une probabilité alpha qui partage. Et quand il partage, il envoie à ses pairs, son réseau, qui ont, là c'est plus, voilà, l'information est arrivée, mais elle est peut-être, il faut quand même encore, faut-elle qu'elle soit lue. Et là, il y a encore une autre probabilité pour que le bonhomme final ne le lise pas, qu'on a dit que c'était un état. Dans le cas broadcast, bah, il n'y a pas de transmission. La probabilité pour que le bonhomme final reçoive son information, c'est 100%, c'est 1. Par contre, bah, lui, on ne peut pas non plus le forcer à lire l'information comme il... Donc, il peut encore décider de ne pas lire. Donc là aussi, il y a une probabilité, un moins θ qu'il ne lise pas l'information. Du coup, le truchement, il est simple, mais la finalité, est-ce que finalement, la proportion de gens ou la probabilité que le bonhomme final lise l'information et s'en empare, bah, c'est pas du tout acquis. La manière de le formuler, donc là, c'est juste quelques slides pour modéliser le problème. Comment dire, ça ne répond à rien, sauf à dire qu'il y a une foultitude de scénarios possibles. Mais au moins, quand c'est écrit avec quelques lettres, on a les idées claires de ce que nous, on cherche après à mesurer avec les données. Donc, on va dire que les destinataires qui lisent le message, ils vont le faire si leur utilité de le faire est positive. Donc, en hyper standard en économie, j'ai une utilité à recevoir cette information. Ça dépend du coût d'opportunité de la lecture de l'information. Est-ce que ça prend du temps de recevoir cette information? Est-ce que ça me mobilise beaucoup d'énergie? Et quel est le gain que je vais en retirer? Et ce bénéfice net, là, B-C, qui est adossé à la réception de cette nouvelle connaissance qu'on me propose d'acquérir, elle est augmentée ou diminuée de la confiance que j'accorde à la source de l'information. Donc, dans notre étude, il y a deux types d'informations. Soit c'est broadcast, c'est-à-dire euh, une source institutionnelle. L'INRA m'informe que les chercheurs du projet ADICO, ça s'appelle, m'informent que, versus quelqu'un de mon groupe de pairs, qui est pas forcément un pote à moi, mais quelqu'un que j'ai clairement identifié, me transmet cette information. Et ce gamma-là, cette espèce de trust, de confiance ou de non-confiance, ben, je ne sais pas si c'est voilà, c'est plus ou moins fort en fonction de la source que j'ai identifiée. Dans mon cas, j'aurai non pas deux, mais trois sources d'information. Les modes de transmission sont décrits en bas à droite. Soit c'est un point d'injection, un IP au profil EA, donc Early Adopter, quelqu'un qui est familier avec les nouvelles connaissances dont il est question, donc nos fameux primo-adoptants. Un IP qui est un pair ordinaire, Ordinary Peers, ou broadcast. Donc j'envisage un monde avec les deux bras que je montrais dans l'arbre de décision tout à l'heure, mais l'arbre de gauche, le bras de gauche, j'introduis cette subtilité de dire que le point d'injection, il peut être de deux types. Soit il est primo-adoptant, EA, soit il est un type ordinaire. Enfin, entendez par là un agriculteur qui fait du conventionnel, il est OP. Et la deuxième décision, parce que je suis backward induction, donc je remonte dans mon arbre de décision, c'est la deuxième probabilité qui m'intéresse, c'est la probabilité lambda que les points d'injection, les IP,
lisent et partagent l'information. Là, je m'intéressais au bonhomme qui reçoit l'information de première main, mais maintenant, il y a celui qui se retrouve être dans la place d'intermédiaire dans le réseau. Bon, ben là, lui, il a la même utilité que les autres à recevoir l'information et à s'en emparer, B-C. Mais en plus, on lui a mis un petit coup de pouce, parce que dans notre modèle, on dit que les points d'injection, ils sont au courant qu'ils sont points d'injection. C'est-à-dire qu'on les a endorsés d'espèces de... euh, on a appelé ça un nudge, donc on leur rappelle, on leur dit, on les informe, et parfois on les relance sur le fait qu'ils jouent un rôle de point d'injection. Alors on leur dit pas que vous êtes point d'injection, on leur dit que vous êtes des ambassadeurs, ce qui fait que ils associent probablement leur rôle à une responsabilité dont on ne sait pas s'ils voudront s'emparer ou pas. C'est toujours pareil. Est-ce qu'ils veulent être leader ou mouton noir, ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais en tout cas, nous, on oriente l'utilité qu'ils ont à lire la nouvelle information qu'on leur diffuse. On essaie de l'augmenter en remettant une couche, quoi. Comment? Ça marche. Le Disney Plus, Vous allez voir. Ah, bon. Vous voulez que je vous spoil maintenant? Non, non, c'est la question Ouais. de vous mettez plus, mais peut-être Ouais, voilà. ouais, ça marche d'ailleurs. Et donc, ces IP-là, ces points d'injection, après, une fois qu'ils ont tiré une utilité positive d'avoir reçu cette nouvelle information, est-ce qu'ils vont la partager ou pas? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont associer un bénéfice ou un coût à être associé publiquement, d'avoir la responsabilité? Donc, on l'a qualifié, on l'a appelé ça IM pour image. Est-ce ils vont associer pour leur image quelque chose de positif? Et donc, cette situation où à la fois ils associeraient quelque chose de positif au fait de transmettre et une utilité personnelle de retirer l'information, cette intersection de ces deux situations, c'est la probabilité que ces deux trucs se produisent en même temps est positif, on l'a appelé lambda. Et en plus, l'hypothèse que l'image que je me fais en tant que point d'injection et l'utilité que j'ai, on va dire que ce sont deux trucs qui ne sont pas, qui sont indépendants, et donc je me retrouve avec un terme multiplicatif, un θ qui donc décrit cette probabilité que l'IP prenne la décision de partager. Pareil que tout à l'heure, ce lambda, il est décliné selon que je suis un point d'injection primo-adoptant, early adopter ou un type ordinaire. Et le lambda, on le normalise à 1 pour broadcast, parce qu'il n'y a pas de... C'est 100%. Bon, maintenant que j'ai mon lambda et mon θ, je peux m'intéresser à cette fameuse proba grand θ qui est celle qui nous intéresse tout à la fin de l'arbre de décision. C'est quoi la probabilité pour que le bonhomme tout à la fin de l'arbre il reçoive l'information? C'est lambda fois θ. Et à partir de là, on peut décliner tous les cas qui peuvent se produire. Quand est-ce que je peux avoir un θ, un grand θm, c'est-à-dire une probabilité de lecture dans les bras où il y a des intermédiaires qui est supérieure au bras dans lequel il n'y a pas d'intermédiaire, ça dépend du lambda et du ratio des θ dans les deux groupes. Si je l'illustre, je vois bien qu'il y a quand même un cas bleu où il y a quand même toutes les chances pour que la probabilité de lecture soit plus importante dans le bras où tout le monde reçoit l'information, c'est toute la zone bleue. Et puis il y a les cas roses où la confiance que j'ai dans ma source d'information, mon point d'injection est supérieur à celle que les gens ont généralement quand ils reçoivent de l'information d'un mec qu'ils ne connaissent pas qui s'appelle l'INRA. Donc quand cette confiance est suffisamment importante, je suis dans la partie gauche du graphique, mais je ne suis pas encore dans la partie rose, je peux encore être dans la partie bleue. Ce qu'il faut pour être dans la partie rose, il faut que la probabilité que le type qui transmet, qui est endorsé pour transmettre l'information joue le rôle de transmetteur. Et dans ce cas-là, donc en gros, il faut que ma trust, ma confiance soit suffisamment importante, donc que je sois sa partie gauche du graphique, et il faut que l'image que j'ai de mon rôle d'ambassadeur soit valorisante, et donc il faut que je sois en haut, donc il faut que je sois en haut à gauche, pour que l'hypothèse selon laquelle passer par des points d'injection est mieux que pas passer par des points d'injection soit vérifiée. Donc ça fait beaucoup de contraintes, et encore, nous, on n'a modélisé que deux aspects. L'image que le bonhomme a de sa fonction, et la confiance qu'il a, et qu'il pourrait ne pas avoir légitimement dans la source de l'information qu'il reçoit. Donc c'est déjà assez compliqué seulement avec deux paramètres. S'agissant maintenant de savoir est-ce qu'il y a des points d'injection qui sont plus performants que d'autres, voilà, c'est parfaitement symétrique. Si j'ai plus confiance dans un pair ordinaire, un type qui me ressemble, plutôt que un type que j'ai identifié comme un pionnier ou un primo-adoptant ou quelqu'un en tout cas qui est plus qualifié que moi, je serai dans la zone bleue. Et si j'ai plus confiance en ce type que j'ai identifié comme un primo-adoptant et probablement un mec qui a plus d'expérience, je serai dans la zone rose.
Ça, c'est la manière dont on s'était posé le problème d'un point de vue théorique. Comment on y a répondu de manière expérimentale? On n'avait pas beaucoup, enfin, on avait, pas qu'on n'avait pas le choix, mais en tout cas, il y a plusieurs façons de faire dans la littérature. Nous, on a fait celle qui était possible pour nous. Soit on le fait à la bras moulée, on écrit le modèle structurel avec toutes les interactions sociales qui existent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse toutes les interactions sociales de tous les gens de l'échantillon. Il faut les connaître très très bien. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas tout le temps possible dans la vraie vie. Soit on connaît les frontières du réseau. Donc ça, c'est les papiers qui sont assez nombreux, hein, où on connaît, mais qui sont quand même très coûteux d'un point de vue, enfin vraiment la réalisation de l'étude est très coûteuse, ce sont des projets ambitieux, qui est de dénombrer tous les membres d'un même cluster, d'un même groupe, donc typiquement par exemple tous les membres d'un même village. Il y a des gens qui font ça, mais c'est pas si facile. Et dans ce cas-là, on fait des expériences en grappe, des RCT clusterisés, ça s'appelle. Soit on part de zéro et on dit on va créer nous-mêmes notre réseau et on va faire une expérience de formation de groupe. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, où donc on va assigner aléatoirement des gens dans des groupes et on va le faire sur une plateforme digitale. C'est ce qu'on a fait nous. Techniquement, comment on a fait? On a stratifié les individus selon leur type. On a identifié les primo-adoptants et les pairs ordinaires et on a fait en sorte que la même proportion se retrouve dans chacun des bras de traitement. Dans le groupe A, les gens qui étaient assignés au groupe A dans des petits groupes de type A, ils savaient que leur point d'injection était un primo-adoptant. Dans le groupe B, ils savaient que leur point d'injection, leur ambassadeur, hein, bien sûr, on appelle leur ambassadeur était un type qui était un pair ordinaire. Et dans le groupe C, ils s'étaient assignés à des groupes de pairs où il n'y avait pas de point d'injection. Tout le monde recevait l'info directe. On a fait des petits groupes et des grands groupes, mais j'ai pas eu le temps d'exploiter. On n'a pas encore eu le temps d'exploiter ces informations, donc je vous dis juste, il y a des petits groupes et des grands groupes au sein de chaque bras. Ce que je viens d'expliquer, cette histoire de stratification et d'assignation aléatoire à toutes les étapes du protocole, c'est illustré ici, donc je ne vais pas le redire une deuxième fois, mais c'est juste pour que vous voyez qu'on s'est efforcé d'étudier la causalité en amont. Quand on sélectionne aléatoirement des gens pour être dans des bras de traitement différents, en moyenne, ils se ressemblent. C'est la loi des grands nombres. Vous pouvez essayer ça dans n'importe quelle technique d'enquête. Donc, dans notre cas, être dans le bras A, dans le bras B ou dans le bras C pour un individu, c'est aléatoire. Être un point d'injection ou pas un point d'injection, c'est aléatoire. Recevoir donc l'information de première main ou de seconde main, c'est aléatoire. C'est pas sans, il y a certaines contraintes. Par exemple, quand je suis dans le bras A, c'est aléatoire que je sois point d'injection, mais c'est pas aléatoire que je sois primo-adoptant parce qu'on a dit que dans le bras 1, les points d'injection sont des adoptants. Donc, ce qui est important, c'est que pour tous les individus de l'expé, il y a de manière exogène des gens qui sont assignés à des rôles différents et donc l'assignation de ces rôles dans le protocole va permettre d'identifier que c'est causal. S'ils avaient choisi le groupe dans lequel ils étaient, probablement qu'on aurait remarqué qu'il y a des groupes qui marchent mieux que d'autres, mais on n'aurait pas été capable de dire si c'était parce qu'ils se connaissent déjà, parce qu'il y a ces fameux facteurs corrélés qui expliquent qu'ils aient du mimétisme dans leurs décisions. Évidemment, s'ils sont membres d'autres réseaux, évidemment qu'ils prennent les mêmes décisions et en fait, on n'arrivera pas à identifier notre histoire de diffusion de nouvelles connaissances techniques. Du coup, cette randomisation à l'aveugle est utile pour éliminer notre problème de facteurs corrélés que j'évoquais tout à l'heure. Donc, à la fin, on a ça. On a 3 types de groupes. Donc, on a N groupe A, N groupe B, N groupe C. Un groupe A, c'est des bonhommes verts et des bonhommes gris, dans le sens où il y a des primo-adoptants, ils sont verts, et des pairs ordinaires qui sont gris. Dans tous les groupes, il y a la même proportion de primo-adoptants et de gris. Sauf que dans le groupe A, l'information, elle passe par un vert. Dans le groupe B, l'information, elle passe par un gris. Dans le groupe C, tout le monde la reçoit d'un coup. Et donc c'est ça. Il y a N, c'est combien? Non, alors des fois c'est des groupes de 5, des fois c'est des groupes de 10. Là, c'est schématisé. Et c'est N. Et c'est le nombre, il y en a environ 50 dans chaque bras. Voilà. Alors, pardon, je n'ai pas traduit. Donc, enrôlement, c'est enrôlement, mais pas dans le sens militaire, hein, dans le sens comment on a géré la participation des gens. Ben, on a demandé l'approbation d'un comité d'éthique. Voilà, généralement, il faut que les gens soient d'accord pour participer à une expérimentation sociale. Nous, on ne manipule pas de vaccins, ni on ne leur donne pas d'argent, donc c'était pas très difficile d'obtenir l'approbation, mais il faut quand même se plier au procédé. Comment ça se passe? C'est qu'on envoie l'invitation à s'inscrire sur la plateforme digitale à 100 000 personnes.
et qui ont un profil particulier, qui sont quand même des céréaliers, ou qui est la majorité des agriculteurs en France. Et une fois qu'ils s'inscrivent, donc le petit groupe, évidemment, c'est pas les 100 000 agriculteurs qui s'inscrivent, hein, beaucoup moins, 900. Les 900 qui ont bien voulu s'inscrire sur la plateforme, 900 c'est quand même pas mal, mais sur 100 000, c'est-à-dire que sur 100 000 agriculteurs, il n'y en a que 900 qui sont intéressés de recevoir une information gratuite, hein, parce que c'est un abonnement gratuit, évidemment, hein, la plateforme digitale, c'est l'INRA qui paye, enfin, c'est le projet hein, qui paye. Donc à la fois, on se dit, bon, 900, c'est pas nul, et à la fin, on se dit, c'est quand même un peu désespérant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ah oui, non, mais nous, toute la journée, on nous propose des trucs gratuits, on dit non, nous aussi, hein, donc on n'est pas agriculteurs. Ce qu'on a fait, c'est que ces gens-là, on les a retrouvés dans le recensement agricole, et on a pu donc déterminer leur profil. On a un peu cross-validé en leur demandant au moment de l'inscription sur la plateforme quelle était leur pratique agricole habituelle, mais ils mentent pas, généralement, on les retrouve. S'ils disent qu'ils ont essayé l'agriculture bio, on regarde dans le recensement agricole, ils ont un bout de leur parcelle en bio, ça va, c'est pas menti. Et donc, après quelques semaines, quand on a suffisamment de monde sur la plateforme, on a fait des petits groupes et on les a disséminés dans les bras A, B, C. On a tiré au sort les points d'injection et on a informé les gens qui faisaient quoi. Donc, le contenu, je ne sais pas si vous êtes très informé. Vous leur avez demandé de faire quoi? Une fois que On leur a dit, vous avez un abonnement gratuit pendant 18 mois, et vous allez recevoir vous téléchargez l'application, vous allez recevoir l'information chaque semaine en rapport avec l'agroécologie, avec des pratiques nouvelles. Et donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire des portraits de fermes innovantes, donc des personnes qui existent hein, dans la vraie vie, qui se prêtent au jeu de témoigner sur leur expérience dans leur ferme. Donc, des témoignages assez précis, hein, d'ailleurs, en disant, bah, moi, j'ai tant d'hectares dans le Finistère, je vais vous montrer, si vous voulez, une illustration. J'ai commencé par faire ça, puis après, j'ai changé ça, j'ai changé mon assolement, j'ai fait ça. Là, cette année-là, mon rendement, il a fait ci, il a fait ça. Donc, des témoignages assez, pas édulcorés, qui sont des vrais témoignages avec éventuellement des problèmes qui avaient été rencontrés et les solutions qui avaient été apportées. Plutôt des successful stories, quand même. Et du coup, une fois qu'ils avaient ça, il fallait transmettre l'information à l'autre. S'ils le souhaitaient. Évidemment, on peut pas obliger, comme dans la vraie vie, on peut pas obliger les gens, s'ils veulent pas forwarder, ils forwardent pas. Donc, ils sont sur la plateforme avec leur appli. Quand ils se connectent, ils voient qu'il n'y a pas qu'eux qui sont dans leur petit groupe. Ils voient bien qu'il y a 5 autres personnes, mais qui sont réparties dans toute la France, hein, donc ils ne se connaissent pas. Et donc, ils savent, ceux qui sont ambassadeurs sont informés qu'ils sont ambassadeurs. On leur a dit, voilà, vous recevez cette information, vous décidez si vous voulez la partager ou pas, mais on peut pas, voilà, c'était aussi c'est l'objet du truc. C'est-à-dire, ils savent qu'ils ont une information gratuite sur leur téléphone, ils savent qu'ils peuvent la pusher avec voilà, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Voilà. Sachant que le coût de forwarder, là en l'occurrence, il fallait juste c'était zéro, virtuellement zéro. Sauf à se dire que, quand même, je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai lu dans le post, je sais pas si j'ai envie de la forwarder cette information, et dans ce cas-là, c'est vraiment un choix conscient. Si on adhère avec le contenu, juste cliquer, ça marchait très bien. Hein. Enfin, on cliquait, ça bascule direct sur le groupe. Donc le coût de temps, c'est zéro. Par contre, le coût psychologique, le coût humain d'être celui qui diffuse, même de manière anonyme, même sans dire lisez, c'est super chouette. Non, non, juste forwarder. Peut-être que le coût est élevé. En tout cas, c'est ce qu'on a finalement mesuré. Je vous spoil un peu la fin, mais bon. Donc les contenus, je ne sais pas si vous êtes très branchés. Oui. C'est quoi sur quel Appli. secteur les primo-adoptants et les informations qu'ils reçoivent sont en alignement Avec leurs convictions? ouais, avec leur- On ne sait pas. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Peut-être qu'on leur envoie une info où ils ne sont pas très fans. Ouais. Alors, on envoie de l'information qui, par exemple, disons, c'est pas qu'elle est validée par les techniciens, mais en tout cas, qui a fait ses preuves, puisque le type qui a fait son expérience, généralement, on a fait des sélections. Donc, c'est les plantes compagnes, les couverts végétaux, dans le laboratoire associé à la réduction des phytos et l'association céréales légumes et fertilisation foliaire. C'est avéré. C'est avéré. Mais par contre, il peut y avoir des croyances qui s'opposent et ça, on n'y peut rien, hein, comme dans la vraie vie. Hein. On te dit, va manger dans ce resto, bah, je te crois pas qu'il est très bon, bah, je te crois pas qu'il est très bon. Que ça soit vrai ou pas, peu importe. Et donc, on a choisi ce format, mais encore une fois, en espérant qu'on l'ait fait de la manière la plus intelligente possible, et les gens peuvent ne pas être d'accord. Moi, c'est juste par rapport au design expérimental, avoir choisi de faire ça justement à une échelle nationale Oui. et donc uniquement par communication virtuelle. Oui.
enfin, Mm, c'est quand même un parti pris énorme parce que, oui, enfin, socialement, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus efficace quand c'est notre voisin qui nous parle, quand c'est notre mère, ou quand c'est ce genre de c'est choses. ça. Même sur le point de vue de la charge émotionnelle et psychologique de Mm, partager l'information, quand on a juste à appuyer sur un bouton et ça part sur un groupe, c'est pas du tout pareil que quand on prend la parole dans une communauté. oui, oui, c'est une vraie remarque, en effet. Mais oui, oui, vous avez raison, ça fait partie des interprétations entendables des résultats que je vais vous présenter dans une seconde. C'est-à-dire que... mais il y avait du pour et du contre. Si on mettait les mecs d'un même bassin versant, on crée nos groupes géographiquement. C'est-à-dire que, donc, mettons qu'on fait des strates géographiques et on tire les bonhommes localement. Alors déjà, on perd en puissance statistique parce qu'il faut d'abord tirer les bassins versants, et les bassins versants, il n'y en a pas un nombre infini en France. Donc on a notre fameuse loi des grands nombres qui fait que quand on tire au hasard les bonhommes, ils finissent par se ressembler. Si on commence par tirer des zones géographiques, là, on perd considérablement en pertinence parce que la puissance statistique diminue. Mais peut-être au profit d'une meilleure cohésion sociale, ce que vous évoquez. Mais donc avec peut-être l'effet, ça va mieux marcher mon histoire de point d'injection parce que j'aurai mieux confiance à un type qui est domicilié pas loin de chez moi, mais j'augmente la probabilité d'être impacté dans mon protocole par les facteurs corrélés, c'est-à-dire que s'ils se connaissent, peut-être même qu'ils se connaissent tellement bien qu'ils sont dans d'autres réseaux, et dans ce cas-là, ils sont peut-être même copains avec des individus qui sont dans le protocole, mais qui ne sont pas dans le même bras de traitement. Alors là, si les gens commencent à se parler entre les bras A, B, C, le RCT, il tombe à la flotte. Donc, votre point, il est très intéressant, et on se l'est posé. Mais il y a un arbitrage à faire. Et c'est la raison pour laquelle c'est une véritable gageure de faire ce genre d'analyse, parce que on veut qu'ils se connaissent, on veut qu'ils communiquent, mais on veut pas qu'ils soient potes. Donc voilà, il y a un moment, on arrive au bout. Oui, vous disiez Non, quoi? non, ça dépend des conclusions qu'on en tire. Voilà. Et oui, c'est ça. Et puis surtout, voilà, c'est que l'interprétation qu'on a des résultats, effectivement, elles sont multiples, infinies. Parce que là, donc, vous avez tout votre panel, Ouais. c'est important. Enfin, vous avez vos 900 personnes. Ouais, Et vous les avez divisés en deux, grosso modo, 450, 450. trois plutôt. Il y a trois bras. Parce que dans les points Non, d'injection mais tu as déjà les deux, tu as broadcasting. et points d'injection, mais dans les points d'injection, on a redivisé en deux en disant il y a les points d'injection informés. Primo Tu as fait adoptant. 300, 300, 300 ou tu as fait 450, 225, 200? Non, les trois bras T'as fait équilibrés. 300? Ouais. Ça t'a fait les trois bras équivalents? Mhm. Ah oui, d'accord. Moi, je n'aurais pas fait ça. On peut. Tout est possible. Moi, je vais faire. Bon, enfin, allez. Tout est possible. Ça dépend si tu es plus intéressé par comparer broadcasting versus point d'injection ou point d'injection entre eux, ou les deux questions t'intéressent également, donc il faut que tu répartisses la puissance statistique de manière égale, donc tu fais 1, 2, 3, un tiers, un tiers, un tiers. Ça dépend ce qui t'intéresse le plus. Mais parce que moi aussi, la question que je me pose, c'est que cette étude, elle sort pas de nulle part et comme vous l'avez dit au début, elle est inscrite dans une volonté de créer un programme C'est d'accompagnement ça. vers une société sans pesticides, etc. Donc, vous êtes probablement posé la question de la solidité du résultat à la fin Mhm. sur la durée. Est-ce que si on arrive en effet à convaincre Ça, c'est pour la discussion. Ça, c'est pour la discussion. On va laisser. Mais je m'en rappellerai parce que c'est super On va intéressant. revenir. Gardez votre question précieusement en tête. Tu la reposeras en premier. Ouais. Voilà. Et d'un point de vue, on va dire structure du protocole, comme je vous disais, donc c'est une expérimentation sociale et les gens, donc les groupes sont étanches. On a donc 50 petits groupes A, 50 petits groupes B, 50 petits groupes C. Les groupes sont étanches entre eux, donc on ne peut pas discuter entre deux groupes de pairs d'un même bras, et encore moins, et non plus, entre deux bras, pour les raisons que vous comprenez. Si on commence à faire des ponts entre A, B et C, ça va être difficile d'identifier la différence entre A, B et C si les gens commencent à partager l'info. On a commencé en janvier 2025 et ça va finir cet été. Et les résultats que je vous montre, c'est sur les 10 premiers mois. Alors voilà un post sur l'application. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, Landfiles, ils sont nos partenaires sur le projet. Ils nous ont fait une plateforme digitale qui a les spécificités que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des groupes étanches, avec de la diffusion de l'info comme ça, mais par ailleurs, ils vendent un produit qui consiste comme un média pour les agriculteurs et les conseillers techniques, par exemple. Donc, eux, par ailleurs, ils vendent leurs produits en dehors de notre projet, hein, ils n'existent pas que à cause de nous. Voilà le type de poste qu'on envoie. Erwan nous présente son exploitation de 160 hectares dans le Finistère. Et Erwan nous raconte comment il est passé du polyculture élevage, vache laitière, et comment il a introduit l'agroécologie là-dedans.
Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est digeste ou pas digeste, mais normalement, quand on est agriculteur, on comprend ce qu'il y a écrit. Voilà. Mais ça aussi, c'était aussi un travail de dire est-ce que le contenu est compréhensible? C'est pas parce que c'est un agriculteur qui parle qui va être compris par les autres agriculteurs. Donc, il y a un petit côté un peu est-ce que c'est suffisamment didactique? Donc, il y avait pas mal de questions à se poser sur ce contenu-là, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Et sur l'application, ils reçoivent aussi des petites illustrations qui les informent du rôle qu'ils jouent. Donc, par exemple, quand on est ambassadeur de l'étude s'appelait ADICO, qui est l'acronyme de je ne sais plus, plateforme de développement, de partage de connaissances écologiques. On reçoit une information sur son appli et on comprend qu'en appuyant sur la flèche, on repartage au groupe de pairs. Nous, en tant qu'expérimentateurs, ce qu'on a fait, c'est que on a envoyé quand même régulièrement des emails aux participants, aux 900 bonhommes, pour leur dire, vous vous êtes inscrits en janvier à cette application. N'oubliez pas que vous recevez de l'information gratuite chaque semaine. N'oubliez pas de consulter votre application parce qu'il y a des gens qui installent l'application puis qui désactivent les notifications. Donc, ils ne savent jamais quand il y a l'information qui arrive. Et puis, s'agissant des points d'injection, donc dans les bras 1 et 2, ou A et B, on en remettait une couche, on leur a envoyé aussi des SMS, parce que si vous comprenez pourquoi, si les ambassadeurs ont oublié qu'ils étaient ambassadeurs, les groupes qui sont leurs followers, ils sont pas prêts de recevoir l'info, quoi, hein, puisque on est d'accord, c'est vraiment, quand on est follower groupe A, B, pas de bol, si je puis dire, on est inscrit à une plateforme d'information gratuite dans laquelle on reçoit pas grand-chose, parce que notre ambassadeur ne joue pas le rôle d'ambassadeur. Alors nous, pour qu'il n'y ait pas zéro activité, on leur donnait un peu des trucs, sinon les A et les B, les pauvres, pas grand-chose, il y avait une chance sur deux d'être dans le groupe de contrôle, ils se retrouvent dans le groupe A et B, c'est pas de chance, c'est le problème des expérimentations, des fois on n'a pas de chance. Et donc, de temps en temps, leur donner, mais c'est vrai qu'on a beaucoup mobilisé les ambassadeurs pour qu'ils n'oublient pas qu'ils étaient ambassadeurs. Avec pareil cet arbitrage, à partir de quand on saoule quelqu'un à lui dire qu'il joue un rôle dans une expérimentation qui l'intéresse peut-être pas. Ouais, c'est ça. À partir de quand il va enlever la notification et désinstaller l'application, puisque de toute façon elle est gratuite. Donc voilà, on ne voulait pas non plus agacer nos 900 participants. Dans le bracelet, où tout le monde reçoit l'information, ben, ils sont au courant qu'ils reçoivent toute l'information. Les variables de résultats qu'on collecte au fil de l'eau, c'est l'activité sur la plateforme numérique essentiellement. Donc on sait, Landfiles nous donne des fichiers tous les 15 jours. Ils nous disent combien de gens se sont connectés, combien de posts ont été lus. On a des critères. Donc quelqu'un qui se connecte 2 fois en 1 heure, bah, pour nous, on considère qu'il avait ouvert l'appli, il n'a pas fini de lire, il est parti faire autre chose, il est revenu, on compte ça comme une connexion. S'il a attendu quelques heures dans la même journée, des fois on compte comme 2. S'il y a plus d'1 heure d'écart entre les 2 connexions, ça compte pour 2 connexions. Parce qu'il faut bien choisir qu'est-ce qu'on appelle une connexion. La lecture d'un post, s'il a scrollé presque jusqu'au bout, s'il a scrollé 80% du post, on considère qu'il a lu le post. Peut-être qu'il est bon, voilà. Il faut faire des choix. Donc voilà, on a fait des indicateurs sur la base des informations que nous donne le partenaire de la plateforme digitale. Et à la fin, on fera des tests de connaissances. C'est comme les tailles des groupes. C'est pas quelque chose que je peux présenter aujourd'hui, c'est pas fini. Donc voilà. Bon, c'est pas 900, c'est 840 en fait. Voilà nos bonhommes. 280, 280, 280. Des groupes de 5, des groupes de 10. Et il y a, pour info, environ 20% de l'échantillon qui est repéré dans le recensement agricole comme des primo-adoptants, donc des gens qui sont familiers de l'agroécologie, selon nos critères. C'est-à-dire que soit ils sont investis dans un réseau qui existe déjà, enfin ils ont déjà déclaré qu'ils étaient formés à l'agroécologie d'une manière ou d'une autre dans le recensement, donc de manière très formelle. Soit on le voit dans leur assolement, il y a de la bio, et donc on sait qu'ils... Voilà. Donc ça aussi, hein, c'est un critère très arbitraire. On a décidé qu'un primo-adoptant, c'est quelqu'un qui était familier de l'agroécologie, c'était quelqu'un qui avait montré patte blanche au moins une fois dans le recensement agricole et dans sa façon de mener son exploitation. Et nous, on a décidé que c'était un primo-adoptant. Mais vous pouvez discuter avec d'autres gens qui diront, ah, vous êtes un peu dur, on peut être primo-adoptant sans être membre d'un réseau technique ou avoir une surface en bio. Oui, peut-être. Peut-être on n'était pas assez permissif, mais sachez que juste avec cette définition qui est quand même assez conservatrice, on a 20% des gens qui sont dans cette catégorie, ce qui est vachement plus que dans la vraie vie. Évidemment, il y a beaucoup moins de 20% des agriculteurs français qui font de l'agroécologie. Donc, ils sont surreprésentés dans notre échantillon. Ça, c'est normal parce qu'ils sont plus impliqués. Bah, bien sûr, puisque c'est une participation volontaire.
évidemment qu'on a des gens beaucoup plus motivés par l'agroécologie, puisqu'on vend de l'agroécologie. Donc c'est normal qu'on ait des gens qui soient plutôt partisans de cette démarche, et donc beaucoup plus que dans la vraie vie. Mais c'est une aubaine pour nous, peu importe. Parce que nous, comme on veut les endorser d'un rôle de point d'injection, il fallait pas qu'ils soient 3, quoi. Donc qu'ils soient 20%, c'était quand même une bonne nouvelle. Mais on est d'accord que c'est pas la proportion de la vraie vie. Donc leur profil, c'est plutôt ça, c'est plutôt des moyens gros, hein, 160 hectares. Céréaliers, ça on savait. Ils ont un cheptel, ils ont 60 bêtes. Voilà. Ils ont plutôt 50 ans. Ils ont plutôt presque tous le bac. C'est plutôt tous des hommes. Voilà. Dans une conf sur le féminisme, ce ne serait pas notre échantillon préféré. Voilà. 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 Donc plutôt standard et plutôt, mais par contre plutôt pas représentatif, plutôt un certain type quand même d'agriculteurs français. 50 ans conventionnel blanc, ça c'est sûr, c'est agriculteur français. Par contre, plutôt gros. 160 hectares, c'est beaucoup hein, pour un Français, pour un agriculteur français. Syndicat auquel se rattache. Non. C'est pas déclaré dans le recensement agricole et c'est pas une question qu'on leur a posée. Ouais. Et donc j'en viens, mais j'ai pratiquement terminé là. J'en viens à ma notation pour la partie exploitation des données. Donc on a donc une fois qu'on a nos bras de traitement et que tous les gens ont été répartis de manière aléatoire, que tout est balancé et que tout est, on n'a plus qu'à faire des différences de moyenne arithmétique, hein, n'est-ce pas? C'est ça qui est. Le protocole expérimental, il est lourd, mais si on le fait de manière sérieuse, à la fin, l'exploitation des données pour estimer notre fameux grand état, il est très simple. C'est les différences de moyenne arithmétique. On regarde la proportion de gens qui font quoi dans chacun des bras de traitement et c'est causal. La différence entre les deux est causale. Donc, pour que vous ayez en tête, on a une variable S qui est est-ce que bonhomme est primo-adoptant ou impair ordinaire? Est-ce qu'il est point d'injection ou pas? Est-ce qu'il est SH, second end, donc destinateur secondaire, autrement dit pas point d'injection? Est-ce qu'il est dans le bras A ou dans le bras B, donc dans le bras où l'information transite par un point d'injection? Et quel est son résultat? Donc, par exemple, est-ce qu'il est actif sur la plateforme? Est-ce qu'il a répondu à un test de connaissance? Donc, nos individus ils peuvent être résumés de la manière suivante. Quand ils sont dans le bras A, leur variable TA, elle vaut 1, leur variable TB, elle vaut 0. S'ils sont point d'injection, ça vaut 1. S'ils sont 0, s'ils ne sont pas point d'injection, ça vaut 0. Ils peuvent être destinataires finaux. Et dans ce cas-là, soit ils sont EA, soit ils sont OP. Donc, soit la variable S égale 1, soit la variable S égale 0. Pareil pour le bras B. Et pour le bras C, ils sont rien de tout cela. Ils sont ni A, ni B, ni IP, ni seconde main, information seconde main, mais ils sont soit EA, soit OP. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a brassé suffisamment pour que tous les individus de l'échantillon soient dans toutes les catégories, puissent être au moins une fois dans toutes les catégories. Première question qu'on se posait tout à l'heure, quel est le mode de transmission le plus efficace? Donc, est-ce que le nombre de connexions, le nombre de postes lus d'informations transmises est plus important dans le bras A, B ou C? Donc, ce faisant, pour faire ça, on a juste à régresser les indicateurs dont je viens de vous parler sur les variables muettes que je viens de vous décrire. Si j'obtiens un bêta A qui est positif et un bêta B qui est positif, je ne sais pas si vous êtes familier de ces formes réduites-là, les coefficients qui sont dans les variables binaires, ils nous indiquent la différence avec le groupe C. Donc, si j'ai un bêta A positif, ça veut dire que la proportion des gens qui lisent, qui ont accès à l'information dans le groupe A, est plus importante de temps, de bêta, que dans le groupe B. Alpha, c'est la proportion, c'est le θ BC. Donc, alpha, c'est la proportion de gens qui lisent dans le groupe C. Et tous les bêtas, ce sont des écarts au groupe C. C'est comme ça que ça se lit. Et grâce à cette régression, je peux aussi comparer bêta A et bêta B pour savoir est-ce que, s'agissant de ceux qui reçoivent l'information de seconde main, donc dans les groupes des intermédiaires, des ambassadeurs, est-ce que ça marche mieux quand l'ambassadeur est un EA plutôt que un OP? Est-ce que le groupe A performe mieux que le groupe B? De par la définition de mon protocole, je peux aussi croiser des informations, donc regarder le bêta de ceux qui sont dans le groupe A et qui reçoivent l'information de seconde main, donc qui ne sont pas des points d'injection, ce qui me permet de comparer, comme tout ceci est random, la performance, la proportion de ceux qui sont dans le même bras de traitement mais qui n'ont pas le même rôle, ou des gens qui ont le même rôle mais qui ne sont pas de même bras de traitement, et toujours comparativement au groupe C. Et troisième information qui pourrait m'intéresser, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, est-ce que le fait d'avoir un S égale à 1, donc d'être un primo-adoptant, en tant que mec qui reçoit l'information de seconde main, fait que je suis plus intéressé, plus dynamique sur la plateforme
plutôt que pas. On s'adresse plutôt à la nature de celui qui reçoit l'information. Est-ce que par hasard, donc on s'intéresse à la nature du bonhomme qui transmet l'information, ce qui est le truc qui nous intéresse le plus, mais on se dit peut-être que pour un même bonhomme dynamique, dans son groupe de pairs, il y aura des gens qui vont être plus réceptifs à l'information qu'on leur transmet que d'autres. Et possiblement, ce seront des gens qui seront peut-être déjà familiarisés à l'agroécologie, ou tout au contraire, des gens qui n'y connaissent rien, mais ils étaient bien contents de s'inscrire gratuitement sur la plateforme. Et dans ce cas-là, c'est eux qui vont être plus dynamiques. Donc, on a commencé en janvier 2025 et donc le démarrage était très fastidieux, comme vous pouvez voir. On est arrivé en mars avec un petit peu en tachycardie. On se dit, OK, il n'y a personne qui participe. Donc, il faut les booster. Donc, on leur a fait des rappels. Là où on a commencé vraiment à s'inquiéter, c'est au mois de mai, où on s'est dit, donc là, les ambassadeurs, ils n'ont rien compris. Donc là, on s'est mis, il y a 80 ambassadeurs, puisqu'il y a 40 groupes, 50 groupes, entre 80 et 100 ambassadeurs. Les ambassadeurs A et les ambassadeurs B, on les a tous appelés pour leur dire qu'ils étaient ambassadeurs. Puisqu'apparemment, quand on leur envoie un texto, ils ne sont pas au courant. Ou on voulait être sûr de comprendre. Donc ça, c'est ce qui s'appelle faire du terrain pour une doctorante. Elle s'est coltinée et c'était vraiment pas pour rien. Donc elle a passé quelques jours. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du télédémarchage quand j'étais étudiant. C'est très fastidieux. N'empêche que c'était très utile parce qu'elle a dit tous ceux à qui j'ai parlé et qui étaient contents de me parler, des fois ils répondent pas, mais ceux qui ont répondu, ils n'avaient absolument pas bien compris que s'ils ne transfèrent pas l'info, personne la reçoit dans le groupe. Ils n'avaient pas compris. Ah bon? Voilà. Donc, cette histoire d'ambassadeur, de point d'injection, c'était pas une blague quand même. C'est que certaines personnes n'avaient pas compris la responsabilité qui leur incombait. Donc, c'est même pas qu'ils étaient contre, mais bon. Mais l'histoire s'arrête pas là. Donc là, pendant quelques semaines, elle s'est bien amusée, Rosette. Elle a appris tout le monde. Ça a quand même pas trop mal marché, mais aussi parce que on a les barres rouges, ce sont les mails. On a quand même un peu donné en disant là, vraiment, vous êtes inscrit à un truc gratuit, mais allez-y. Voilà. Donc les coups de fil, les SMS pour les points d'injection, les newsletters aussi. Les points d'injection, ils avaient ce truc en plus, c'est que si jamais ils n'allaient pas sur la plateforme pour voir leur contenu, ils avaient un résumé, donc une newsletter qui était une synthèse des posts les plus importants par mail en fin de semaine. Ils ouvraient les mails et ah oui, c'est intéressant ça. Ils pouvaient cliquer sur le mail, ça réouvrait la plateforme et ils pouvaient relire le truc en entier et éventuellement ou pas le forwarder. Donc, on les a vraiment pris par la main. Pour des gens volontaires, ils n'étaient pas très volontaires. Ils étaient volontaires en janvier et beaucoup moins à la suite. Mais on arrive à une espèce de stabilisation. Donc là, on est en mars, ça c'est les données de septembre, de octobre. On arrive à une espèce de stabilisation où à nombre de cumulés d'utilisateurs, on est à 150 plus, plus 200 quoi. 150 dans le groupe de contrôle et 200 dans les groupes. Vous ont envoyé au moins un message? Ils se sont connectés au moins une fois depuis le début. Donc sur les 840, on en a perdu quelques-uns quand même. Voilà. En gros, c'est un peu plus de la moitié, quoi. Donc voilà. On va voir comment. Alors après, on a fait ces derniers temps, on a boosté beaucoup l'intervention. On a fait des posts, on a fait des vidéos. Donc pour voir s'ils avaient la flemme de lire les posts, si c'était plus attractif de faire des contenus animés. Donc voilà. On verra dans 6 mois ce que ça a donné. Mais bon, donc là, on voit quand même. Donc là, en tout cas, la première type d'intervention qu'on a fait sur les premiers mois, on sent quand même que ça stagne. Il y a un moment, il fallait trouver des nouvelles idées pour mobiliser l'intérêt des gens. Et ce qu'on voit aussi à l'œil nu, c'est que donc le groupe le groupe vert là, ceux qui reçoivent l'information tous d'un coup sur leur téléphone portable, ils sont plus nombreux à aller se connecter que les bleus et les rouges, qui sont ceux qui sont pas avertis si l'ambassadeur leur dit pas quoi. C'est un pourcentage. C'est un nombre. C'est un nombre. Ils ont le même nombre, les deux, peut-être? Ouais, et oui. Ah oui, Et oui, les 150, 250, 250, on a dit, ou 240, 240, 240. Et voilà. Voilà. Donc on en vient aux résultats. Et après, finalement, les résultats, ils tiennent en 3 diapos. La première, c'est celle-là. Alors, ça, 3. Donc on a 3 indicateurs, le nombre de connexions, une variable qui prend la valeur 1 si le monsieur a lu le premier post envoyé dès le départ.
pour lequel on espérait une espèce d'engouement parce qu'on avait quand même fait le forcing. Et la troisième colonne, c'est le nombre de postes lus sur la période. Dans le groupe C, donc parmi ces gens qui reçoivent, les 250 personnes qui reçoivent l'information directement sur le notifié, pas sans intermédiaire, sur les 9 premiers mois, les gens se sont connectés un peu plus de 3 fois. 30% d'entre eux ont lu le premier poste et ils ont lu en moyenne 5,6 postes en 9 mois. Donc ça, c'est un mec normal à qui on envoie l'information. Voilà, c'est en ça que c'est un groupe de contrôle, quoi. C'est-à-dire qu'il nous donne l'activité d'un type normal, sans intermédiaire, quand il est abonné gratuitement à une plateforme. C'est d'envoyer combien de Oui, c'est ça, je pense. Ah, pardon, toute la semaine, j'avais dit, oui, c'est hebdomadaire. Toutes les semaines, pendant 9 mois. Il n'y est pas allé beaucoup. Voilà, 5 postes, alors qu'on en a envoyé 4,9, voilà. Et j'ai même des semaines, il y en avait 2, je pense. Donc, non. Donc, ils ont pas beaucoup lu un truc qui leur arrivait directement sur le portable. Ou sur l'ordinateur, hein, on pouvait aussi leur dire. C'est peut-être pas normal, non? Comme chiffre. En tout cas, c'est le chiffre. Je ne sais pas s'il est normal ou pas normal, mais en tout cas, c'est le chiffre. Sur 10 mois, les bonhommes se connectent environ 3 fois. Donc, on est d'accord qu'il y a des tonnes de notifications qui ont été ignorées. Mais bon, en tout cas, c'est pas 0, c'est 3. Et ils lisent environ 5 ou 6 postes. Dans le groupe B, ce qu'il faut comprendre là, c'est une variation par rapport au groupe C. Donc, dans le groupe A, pardon, ceux pour lesquels l'intermédiaire est quelqu'un qui est familier de l'agroécologie, est un primo-adoptant, c'est 1,1 de moins. Donc, en gros, 3 connexions, et là, 2 connexions en moyenne. Dans le groupe C, pareil, il n'y a pas vraiment de différence. Dès qu'on passe par un intermédiaire, au lieu de se connecter que 3 fois, on se connecte 2 fois. Et le nombre de postes, donc ça, c'est là qu'on est un peu désespéré. Donc, 5,6 dans le groupe où tout le monde les reçoit, et 3,8 de moins. C'est intéressant, parce que c'est contraire à. J'imagine. C'est contraire. Non, mais alors, là, on a tout le monde, on a les points d'injection et les followers dans les groupes roses. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, quand je suis un bonhomme dans le groupe A ou B, que je sois point d'injection ou pas, en moyenne, tout ce que je peux dire, c'est que je reçois un poste, c'est-à-dire dans le groupe C, c'est 5 moins 4, 1. Bon. Cette différence entre les bras, d'où elle vient? Est-ce que c'est plutôt les IP ou c'est plutôt les followers qui ont pêché? Pourquoi il y a une telle différence entre les bras points d'injection et les autres bras? Bon, de toute évidence, c'est les points d'injection. Les points d'injection, ils sont là. Ça, c'est les A, ça, c'est les B. Eux, ils sont positifs. Donc, eux, ils se connectent. 2 connexions de plus que le groupe de contrôle. Ils sont super dynamiques, les points d'injection. Mais c'est aussi normal puisque on leur a dit qu'on les avait incités, on leur a eu des coups de fil, texto, machin. Donc la question sur cette incitation, ce nudge dont on parlait au départ, cet endorsement-là, il est là, le grand N, donc c'est lui, c'est le grand N, c'est ça, plus 2. N, se transmettre. Voilà. Non, et alors après, est-ce que ce nudge-là, ce plus 2 connexions supplémentaires, et 10 postes de plus que dans le groupe de contrôle, donc ils lisent vraiment beaucoup les points d'injection. Ils lisent vraiment beaucoup, et ils ne le transmettent pas, puisque les gens qui reçoivent l'information de seconde main se connectent 2 fois, 2 connexions de moins, et 6 postes de moins que les autres, comme ça, ils sont à 6 postes. Ah oui, c'était ça. Voilà. Mais tu peux pas savoir si c'est que les gens ne lisent pas ou si c'est qu'ils ne reçoivent pas. Je vois qu'ils se connectent moins. Les roses, ils se connectent moins que le groupe de contrôle, et les IP, ils se connectent plus. C'est bien que les IP font pas leur job. Mais non, tu peux pas. Non, tu peux pas savoir parce que Tu veux que ça soit quoi? tu leur as donné des bonbons, là, tu leur as dit vous êtes trop fort, vous êtes IP, donc Ouais. ils se sentent investis d'une mission, donc Oui. ils se connectent sur ton truc. Oui. Mais les autres, ils en ont rien à faire de ton truc, donc Non, mais je sais pas s'ils se connectent ou pas. mais ils peuvent pas se connecter si on leur notifie pas qu'il y a des nouveaux. L'info ou pas, tu peux pas le savoir ça. Si, ils se connectent. Alors, c'est vrai, ils pourraient se connecter sans jamais être notifiés qu'il y a de nouveaux contenus. Mais là, ils risquent pas de se connecter puisqu'il n'y a pas de nouveaux contenus. Mais comment tu sais? Mais parce que. C'est connexion. Alors, c'est vrai que je pourrais mettre le nombre de repostes, en effet. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de repostes. Mais surtout. Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais le nombre de repostes? C'est important. En fait, ça, un mec qui reçoit l'information, il en lit 6. C'est comme ça que je le sais. Oui, c'est ça. Dans le groupe de contrôle, un type normal qui reçoit l'information, il en lit 6. Lui, il en lit 6,1. Lui, il en lit 6,1 moins 5,9. Il en lit 0,1.
c'est bien qu'on lui a pas filé l'info, parce que comme, en fait, ces groupes-là, comme je te dis, ils sont similaires, ce sont les mêmes mecs. C'est random, hein. Donc c'est causal. Donc la différence entre 6 et moins 6, c'est-à-dire moins de 1, quoi, c'est vraiment parce qu'il n'a pas eu l'info, parce que c'est les mêmes bonhommes. Donc il y en a bien un des deux qui ne reçoit pas l'info, sinon il se comporterait comme l'autre. Et s'il ne se comporte pas comme l'autre, c'est parce que l'IP ne fait pas son job. Mais c'est vrai que pour enfoncer le clou, je pourrais carrément regarder le nombre de repostes. Comme ça, on en aurait le cœur net. Ça permettrait de normaliser. Oui, voilà, on en aurait le cœur net. Mais en tout cas, voilà. Donc les IP, ils sont très dynamiques, mais ils ne servent à rien. Donc voilà. Les A et les B ont lu 8 messages, voire 9 messages de plus que ceux du groupe C. Qui ne servent à rien, mais c'est plutôt le contraire. Ils ne jouent pas leur Ils rôle. retiennent l'information. Ouais, ils ne jouent pas leur rôle. Alors après, bon. Ouais, Est-ce que le match était bon? Ouais. Sur les early adopters, c'est comme les autres, quoi. Il n'y a pas vraiment Et voilà, la deuxième information importante, c'est que les roses et les jaunes, ils se comportent pareil. On a -7, -7, -1,7, -1,8, c'est pas statistiquement différent. Et même celui-là, alors il pourrait, pour l'instant, on a un manque de puissance, mais on va avoir d'autres observations, puis il y a une autre manière d'estimer ces différences-là avec un estimateur en panel, mais que j'ai pas encore exploité. Et peut-être que ce 1,9 et 2,4, le fait que finalement les IP du groupe IP ordinaire, enfin du bras où les IP sont des mecs ordinaires, pourraient être plus dynamiques que ceux qui sont déjà des cadors et qui apparemment, alors ils font mieux que le groupe de contrôle, mais peut-être qu'il y aurait cette différence qui va émerger. Pour l'instant, statistiquement, c'est deux. Ils sont égaux à deux, hein, les deux. Mais et dans ce cas-là, ça serait peut-être pas une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que le contenu qu'on envoie, un mec qui est déjà familier de l'agroécologie, il ne trouve pas vraiment d'intérêt. En tout cas, moins qu'un type qui est raisonnablement intéressé par l'agroécologie, mais qui ne l'a pas encore fait vraiment son cheval de bataille. Donc, si vous voulez, les deux hypothèses lesquelles on s'attendait un peu, c'est-à-dire que les points d'injection jouent un rôle de catalyseur, c'est non pour l'instant, et que leur profil soit double catalyseur, c'est-à-dire que quand je suis familier de l'agroécologie, je me mets en tête de diffuser la bonne parole, c'est une deuxième fois non. Donc pour l'instant, nous avons donc un double non, qui est un peu, voilà, un peu tristouné. Alors c'est intéressant, mais voilà, on aurait aimé, c'est pas... Parce que à la fin, on voudrait avoir un outil directement exploitable dans le monde réel, mais je sais pas. Et la dernière information, c'est est-ce que les gens qui reçoivent l'information, leur profil, des gens, parce qu'on peut recevoir l'information de seconde main sans être un point d'injection, n'est-ce pas? Donc, sans être, tout en étant familier de l'agroécologie, mais sans être un point d'injection. Donc là, pareil, c'est pas violet, les deux violets sont pas différents et les deux verts sont pas différents. Donc on ne détecte aucune, en tout cas à ce stade, aucune différence significative entre les bénéficiaires finaux des groupes A et B. Voilà, j'en ai terminé. Donc ma conclusion préliminaire, c'est ce que je viens de dire. Donc les interventions basées sur des relances, donc les SMS et les appels qui stimulent l'intérêt des agriculteurs qui sont sélectionnés comme point d'injection, puisqu'ils lisent 2 fois plus que les autres participants qui reçoivent juste les notifications de téléphone et les mails comme tout le monde, comme les autres. L'intérêt de ces points d'injection n'est pas modulé par leur type, donc les primo-adoptants ne lisent pas plus que les pairs ordinaires. Et dans les deux cas, de toute façon, ça ne se traduit pas par un partage du contenu. Quant aux destinataires finaux, vu qu'ils ont, on peut pas dire grand-chose pour l'instant parce que ils reçoivent pratiquement rien. Ils reçoivent moins d'un poste en 9 mois, donc on peut pas trop dire quelque chose sur eux, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de différence entre les agriculteurs déjà familiers de l'agroécologie et les agriculteurs ordinaires, mais bon, il faudrait déjà qu'ils reçoivent un peu plus d'un poste par semestre pour qu'on sache si leur profil joue sur leur dynamisme, sur leur intérêt. Voilà. J'ai laissé les références à la fin du diaporama. J'ai terminé, Annick. Merci beaucoup, Julie. Moi, j'ai trouvé ça